Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une question qui est vraiment au cœur de notre système judiciaire, mais dont on parle assez peu finalement. C'est ce moment un peu étrange où les rôles s'inversent et où la personne qui est là pour défendre se retrouve à devoir être défendue. Allez, c'est parti, on plonge dans le sujet. C'est une question qui sonne un peu comme une devinette, mais elle est pourtant très sérieuse et au centre de notre discussion. Imaginez la scène, une salle d'audience, la tension est à son comble, et là, soudain, l'avocat de la défense est sanctionné. Pas pour une faute grave, non, mais disons pour avoir contesté une décision avec un peu trop de force ou pour avoir qualifié un témoignage de partial. Que se passe-t-il à ce moment-là? Le concept clé ici, c'est la détention disciplinaire. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est une mesure qui permet à un juge d'ordonner la détention d'un avocat sur le champ à cause de son comportement ou de ses paroles pendant une audience. C'est une sanction qui est non seulement immédiate, mais aussi extrêmement forte, appliquée en plein cœur de l'action judiciaire. Alors, on pourrait se dire que c'est juste un outil pour s'assurer que le procès se déroule dans le calme. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu plus loin. En réalité, c'est une manifestation très directe du pouvoir de l'État. Une manifestation qui vient entraver la mission même de l'avocat. Et c'est là le point crucial, ça touche à l'essence même de ce que signifie défendre. Pour bien comprendre en quoi c'est si problématique, il faut qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on regarde ce qui se dit au niveau international. Parce qu'il existe un vrai consensus mondial sur la façon dont les avocats doivent être protégés pour que la justice fonctionne comme il se doit. Et le document de référence pour ça, ce sont les principes de base relatifs au rôle du barreau des Nations Unies. Attention, ce ne sont pas de simples recommandations. Non, c'est vraiment la pierre angulaire de la protection de la profession d'avocat partout dans le monde. Le but, c'est de garantir une justice équitable et indépendante pour tous. Regardons ça de plus près. Le principe 16, il est on ne peut plus clair. Il parle d'absence d'entrave, d'intimidation, de harcèlement, ni d'ingérence indue. Les mots sont choisis et ils sont forts. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'un avocat doit être libre de plaider avec force, avec conviction, sans avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et ça ne s'arrête pas là, ça va même plus loin. Les principes 18 et 20, eux, accordent une sorte d'immunité de parole. Un avocat ne peut pas être sanctionné pour ce qu'il dit ou fait dans le cadre de la défense légitime de son client. Cette protection est absolument essentielle pour garantir une défense qui soit complète, sans que l'avocat ne commence à s'auto-censurer. La conclusion, du coup, elle est assez logique et inévitable. Quand un avocat est placé en détention pour les mots qu'il a employés dans sa plaidoirie, ce n'est pas juste une sanction personnelle, c'est une violation directe de ces normes internationales qui voient ça comme une ingérence indue et une sanction tout simplement interdite. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, voyons un peu comment une action qui vise une seule personne peut en fait se propager. Parce que l'impact ne se limite pas à un avocat ou à un procès. Non, ça crée ce que les experts appellent un effet dissuasif, un chilling effect en anglais ou un effet paralysant. Cette diapositive, elle montre parfaitement la tension qu'il y a ici. D'un côté, on a l'objectif affiché, officiel, maintenir l'ordre. Et de l'autre, on a l'effet bien réel sur le terrain, museler la défense. C'est un équilibre qui est déjà précaire, et la détention disciplinaire le fait basculer de manière assez spectaculaire du mauvais côté. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Quand un avocat est puni comme ça, c'est un message qui est envoyé à tous ses confrères, à toute la profession. Et le message est assez simple. Attention, n'en faites pas trop. Ne contestez pas trop fort, sinon voilà ce qui vous attend. Cette peur, elle mène inévitablement à une défense moins audacieuse, à une forme d'autocensure, où l'on va hésiter à poser la question qui fâche ou à faire une plaidoirie passionnée. Alors maintenant, parlons de la conséquence la plus grave de cet effet dissuasif. Parce qu'au bout du compte, la principale victime dans cette histoire, ce n'est pas l'avocat, c'est la personne qui le défend. Et plus largement, c'est l'équité même du procès qui est en jeu. C'est un véritable effet domino. Suivons la logique. Tout part de la sanction d'un avocat. Ça installe un climat de peur dans la profession. En conséquence, les avocats deviennent plus prudents, plus hésitants, ce qui affaiblit directement le droit à la défense de chaque personne accusée. Et quand ce droit à la défense est affaibli, c'est tout l'édifice de l'équité judiciaire qui commence à se fissurer. C'est une pente très glissante. Alors au final, comment est-ce qu'on doit qualifier une telle pratique? Les sources sur lesquelles on s'appuie sont très claires. Quand la détention disciplinaire dépasse des limites très strictes, elle perd absolument toute légitimité. Résumons un peu les violations. D'abord, l'indépendance de l'avocat, qui est un pilier de la justice, est bafouée. Ensuite, le droit à la défense, qui est un droit humain fondamental, est directement attaqué. La clé pour éviter ces dérives, c'est donc d'établir et surtout de respecter des limites extrêmement strictes. C'est pour ça que des mesures comme un contrôle par une autorité indépendante du juge sont si importantes pour empêcher que cet outil ne devienne une arme contre la défense. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion finale, une conclusion puissante. Ce ne sont pas des mots choisis à la légère.
Qualifier une telle action d'illégale et d'injuste, ça veut dire qu'elle n'a tout simplement pas sa place dans un système judiciaire qui se prétend équitable et respectueux des droits fondamentaux. C'est une condamnation sans appel. On termine donc avec cette question qui reste ouverte. Bien sûr, maintenir l'ordre dans un tribunal, c'est nécessaire. Mais à quel prix? Où est-ce qu'on trace la ligne pour que cette quête de l'ordre ne finisse pas par détruire les fondations même de la justice qu'elle est censée servir? C'est une réflexion qui est absolument essentielle pour la santé de n'importe quelle démocratie.